par un auteur donné, etc., qui est censé en assumer la paternité, et ce à quoi on peut ajouter la question des origines du héros, là, qui a donné lieu à, qui n'a pas fini d'ailleurs de donner lieu à des études, et on sait à quel point l'origine est fondatrice d'identité, voire même du point de vue de la réception du spectateur, hein, de la projection cathartique, un processus d'identification plus ou moins poussé, et par là même, l'origine mystérieuse ou non d'un protagoniste, elle est supposée s'inscrire au centre même de la trame d'un récit, d'une pièce, peu importe, d'une création fictionnelle. Il en va de même, on le sait bien aussi, des stratégies qui sont paratextuelles, principalement pour le roman, par exemple, qui supposent à la périphérie du texte, dans son avant fictionnel, supposé, un certain nombre de pièces liminaires, et on sait bien tous les jeux de brouillage précisément entre réalité et fiction qui sont générés par cette prétendue frontière. Et en ce sens, un questionnement sur un traitement spécifique des commencements, qui a déjà été fait, hein, mais qui n'est jamais fini, c'est le cas de le dire, peut être envisagé, bien entendu, pour un roman depuis la couverture, en passant par les pièces liminaires diverses, avant-propos, notes de l'auteur, etc. Ce sont autant de points de passage obligés qui peuvent nourrir la réflexion autour de cette problématique globale des origines. Pour le théâtre, par exemple, on commencera par examiner le dispositif spatial dans lequel prennent place les spectateurs, la disposition de la scène, la présence ou non d'un rideau, l'entrée en scène des personnages, depuis la salle, les coulisses, etc., etc. Moi, j'ai en tête, évidemment, pour avoir travaillé dessus, l'exemple archi connu de la Zapatera Prodigiosa et de la présence du personnage autor, papier en main, façon aide-mémoire, devant le rideau encore tiré, c'est précisé par la didascalie initiale, et qui est interprété à l'époque par Garcia Lorca dans ce qui est appelé un prologue, ce qu'il appelle un prologue. Et donc, il déclenche l'ouverture du rideau. C'est lui qui le fait en arrosant le public, produisant l'effet d'une farce qui est plus subjective et profonde qu'il n'y paraît, puisqu'elle questionne finalement en profondeur le rapport déjà de l'auteur, de la scène et du public. Et donc, elle met en cause le dispositif, cette farce, le dispositif théâtral dans son ensemble. Donc, je referme cette petite parenthèse. Alors, le titre du colloque, il invite donc à explorer les liens qu'entretient cette notion extrêmement riche d'origine avec la fiction, dans le sens, là aussi, le plus élargi et englobant du terme, c'est-à-dire, bien sûr, tous les processus de fictionnalisation par l'écriture dite littéraire et artistique, mais aussi plus généralement l'ensemble des processus qui sont liés à l'imaginaire, les mises en scène, mises en récit de tous ordres. On peut penser par exemple, c'est complètement différent, mais c'est aussi lié au récit fictionnel, au storytelling en politique ou dans la publicité, quand on veut recréer une sorte de légende fondatrice autour d'un homme, d'une marque, etc. Bref, il peut s'agir d'une mythification de l'origine, d'un fantasme originaire. Là, on pense à Freud, à sa scène originaire ou primitive dans L'Homme au loup, puisque c'est bien une fiction mentale ces scènes originaires ou ces fantasmes originaires et des petits scénarios. Ils sont constitués d'ailleurs, ces scénarii, sous la forme de scènes, de scénettes, d'images dramatisées, le plus souvent visuellement, dans lesquelles le sujet joue un rôle, comme participant, comme spectateur. Et on cite d'ailleurs le plus souvent 4 fantasmes originaires, primaires, le retour au sein maternel, la séduction, la scène primitive et la castration. Et tous les 4 sont en référence aux origines du sujet. Donc, ce concept d'origine contient, on l'a vu dans la définition initiale, une première... alors, quand on l'a vu, non, on ne l'a pas vu parce que je ne l'ai pas dit, j'ai coupé. Dans la définition initiale du terme origine que j'avais repéré, mais qu'on retrouve partout, il y a une première ambivalence entre origine-commencement d'une cause, enfin, origine-commencement, d'une part, c'est évidemment le premier sens, et origine en tant que cause. Donc, ce terme d'origine, il signifie les deux, ce qui donne à entendre que les origines peuvent être un commencement, une source, une naissance, bien sûr, mais que celui-ci peut déjà conditionner, peut expliquer l'apparition d'un phénomène et évidemment son évolution. Et cette première question, elle agitait déjà les philosophes grecs. C'était le cas, par exemple, pour Aristote, qui évoquait la cause première ou le premier principe, appelé arché. Et donc, c'est la première de toutes les causes. Il y a une série de glissements comme ça qui sont assez intéressants. C'est la première de toutes les causes, la plus ancienne, la plus profonde, celle qui est responsable de l'ordre de l'univers. Et ce mot, il commence par signifier l'origine, la cause, le principe originaire, puis la personne ou la chose qui commence,
le début d'une série, le premier, et puis par là même le chef, le commandement, le principe d'autorité, l'ordre social, légitimé par la position première, la magistrature et donc le pouvoir aussi. Donc on voit cette série de glissements et évidemment, ça donne lieu à toute une série de pistes et de possibilités très intéressants potentiellement pour la suite. L'origine peut donc être représentée comme un point, un lieu qui est réel ou fantasmé, que l'on observe avec une visée rétrospective dans le but d'éclairer une situation présente. Et ce mouvement de la pensée, qui peut aussi se traduire physiquement ou géographiquement comme un déplacement à la fois réel ou symbolique vers les lieux de son enfance, par exemple. Donc ce mouvement de la pensée vers les origines, il est souvent associé à une volonté d'accéder à une source. Et ce n'est pas un hasard qu'on appelle ça une source. Le terme symbolique signifie aujourd'hui d'ailleurs un document reconnu comme antérieur, reconnu dans le domaine du savoir, une source de connaissance qui est susceptible d'éclairer la situation présente ou d'apporter une explication essentielle à un phénomène. Donc, on rejoint évidemment le sens aristotélicien. Dans un autre ordre d'idées, si on considère cette idée d'évolution et de parcours, de trajectoire, on pense bien sûr, on ne peut pas ne pas y penser à la théorie de Darwin, qui questionne la notion d'origine en lien avec le concept de généalogie et de descendance. La théorie darwiniste de l'origine des espèces expose précisément une théorie de la descendance, une dynamique de transformation progressive des espèces vivantes. Et on atteste d'ailleurs, on peut dire sa prédiction finale, puisqu'il finit sur cette phrase « Nos classifications deviendront, autant qu'il se pourra, des généalogies et retraceront alors véritablement ce qu'on peut appeler le plan de la création. Une vive lumière éclairera alors l'origine de l'homme et son histoire. » Dans une perspective très très différente, radicalement même, Rousseau conçoit l'origine comme une sorte d'âge d'or, irrémédiablement perdu, et l'évolution, en termes chronologiques, comme le lieu d'une dégénérescence, d'une dilution, d'une perte. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, il retrace l'aventure de l'humanité depuis son origine et il la décrit dans son état de nature, ça c'est pas une surprise de la part de Rousseau, pour mieux comprendre comment l'humanité décadente en est arrivée là. Un peu plus tard, dans l'essai qu'il consacre, c'est une œuvre posthume et inachevée, à l'origine des langues, il explore les liens entre la langue et la musique à l'origine et affirme que, c'est le titre de l'un de ses chapitres majeurs, que le premier langage dut être figuré. Il dit « Le langage figuré fut le premier à naître, le sens propre fut trouvé le dernier. » Un peu plus loin, l'histoire de l'origine des langues est celle d'une dégradation continue. Il met en place tout un mythe de l'origine du langage. Et pour lui, l'homme n'a pas commencé à penser pour parler, mais commencé à sentir. Et les langues ont perdu, durant leur évolution, cette puissance d'évocation musicale qui permettait d'entrevoir une communication directe des affects et des passions. Ce sont les passions, les sensations qui auraient engendré le langage, donc des sortes de cris au départ, d'onomatopées, d'imitations de signes articulés, donc une forme de motivation initiale des langues. Et cet éloignement de l'origine est perçu donc, comme je le disais, comme une perte du lien entre les mots et les choses, pour le dire simplement. Donc une dégradation, une dilution, voire une corruption. Dans le domaine de l'origine, justement linguistique, précisément, l'étymologie, c'est la preuve par le langage, c'est la science du retour à l'origine du mot, à son étymon, associé à sa vérité intrinsèque, originelle. L'étymon du mot ferait accéder à sa vérité, puisque étymos en grec, c'est le vrai. Et donc, ce sens originel de l'étymon devient gage d'authenticité, voire de légitimation. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, à propos du Moyen-Âge, plutôt, Paul Zumthor met en évidence l'importance de cette pensée étymologique et généalogique, son importance dans l'écriture, dans la littérature, l'une et l'autre s'alimentant et se légitimant mutuellement. L'étymologie et la généalogie, elles se construisent en parallèle. Elles utilisent les mêmes symboles. Je ne vais pas tous les citer évidemment, mais bon, on a en tête évidemment les plus connus, l'arbre, les racines, la source, etc. Ils sont les vecteurs d'authenticité de lignage, de lignage, d'une vérité dont la langue peut apporter la preuve irréfutable. On pense au nom, au blason, à l'emblème, qui sont des signes d'origine, origine individuelle, familiale, identitaire, nationale.
des signes de reconnaissance qui sont puissants et qui sont toujours liés à cette preuve par le langage, qui peut être linguistique ou même sémiotique, hein, pour le blason ou autre chose de ce genre. Et la puissance du nom, du surnom, qui peut être héroïque ou pas, n'est plus à démontrer, et on cherche toujours d'une façon ou d'une autre à comprendre l'origine d'un nom. L'identité passe par le nom, et l'étymologie atteste de son origine et lui donne donc son sens. Dans les littératures amoureuses, entre autres, on trouve la trace des jeux étymologiques, ça on le sait bien, où le nom, souvent le nom propre, mais pas seulement, construit des réseaux avec d'autres signes et fonctionne toujours comme une énigme, une clé, une invitation à jouer, à déchiffrer pour comprendre les enjeux du texte par ce retour à l'origine, en exploitant l'argument étymologique. Cette étymologie, évidemment en littérature, qui peut être réelle ou qui est fantasmée, qui est inventée, ou plutôt inventive, mensongère scientifiquement, mais profondément juste littérairement. C'est ainsi d'ailleurs que fonctionne l'étymologie dite populaire, qui réinvente un étymon en remotivant le signe. Donc ça, évidemment, on le connaît très bien en littérature, et c'est quelque chose qu'on fait profondément, enfin qu'on fait très très souvent, en remotivant ainsi des signes qui semblaient avoir perdu une motivation linguistique associée à l'origine. Donc, qu'elles soient réelles ou pas, authentiques scientifiquement ou mensongères, comme les magnifiques étymologies d'Isidore de Séville, qui sont pour certaines justes et d'autres pas du tout, l'étymologie est bien la science des origines du langage, et on l'utilise, je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme une preuve, comme un argument qui est irréfutable parce qu'il est inscrit dans la langue. Si l'étymologie donc est la science des origines en linguistique et qu'elle peut être réelle ou réinventée, il en est de même pour ce qu'il est convenu d'appeler les mythes et les récits fondateurs, les récits des origines, avec une part très variable de réalité évidemment et de fiction. On ne peut que penser bien sûr comme récit fondateur, par exemple au premier livre de la Bible, à la Genèse, texte des origines par excellence, l'un des plus célèbres, renvoyant à la création du monde, qui est étroitement associé à celle de l'homme et du langage et à son pouvoir performatif. Fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut, la parole suffit à engendrer, la profération de la voix suffit à engendrer la chose, et à l'Adam, qui est onomaturge et qui désigne chaque animal par son nom, et plus loin, à tous les contes et légendes du monde, ou encore à la tradition des contes de fées qui se transmettent de génération en génération, et à ces histoires qu'on raconte aux enfants pour qu'ils s'endorment et pour les faire rêver, ce qui est une autre forme de fiction aussi. Donc toutes ces fictions fondatrices alimentent cette chaîne ininterrompue et ce besoin humain et social vital de lier la création en tant que naissance, origine, à la fiction. Ces récits d'origine, donc lorsqu'ils ne se déclarent pas totalement fictifs, et même en ce cas-là on peut s'interroger, semblent consubstantiels même à la création d'une culture, d'une nation, d'une république, d'une religion, point de suspension, à tel point qu'on se demande à juste titre si ce n'est pas le récit lui-même, finalement, qui cristallise et qui accouche du monde, de la nation, de la société, de la religion en question, en leur donnant une assise, une existence fondatrice dans la pensée et dans l'imaginaire des hommes. On rejoint d'une certaine façon une sorte de pouvoir performatif. Le mythe primitif, sa puissance évocatrice, quasi universelle, intemporelle, l'invention, le symbole, viennent légitimer en quelque sorte la réalité, l'existence de cette culture. Et donc ces récits fondateurs fonctionnent à la façon des mythes, ils exploitent un langage qui est très symbolique, qui frappe les esprits, et ils invitent clairement à repenser et à examiner ce lien entre fiction et réel historique. Beaucoup de récits fondateurs sur la création d'un monde, quel qu'il soit, partagent une thématique fortement similaire. On sait que parmi les motifs communs, le fractionnement des constituants du monde à partir d'un chaos initial, l'alternance jour-nuit, la Terre émergeant d'un océan infini et intemporel, par exemple, sont récurrents. Et on sait aussi qu'à ces mythes cosmogoniques des origines répondent les mythes eschatologiques qui décrivent la fin du monde. Il y a vraiment un effet de symétrie. Le terme de mythe, appliqué à tous ces récits, peut suggérer donc qu'on les range du côté de l'imaginaire et du fictionnel. Ces histoires mythifiées ne sont pas là pour délivrer un compte-rendu documentaire de faits réels. Elles expriment en fait plus souvent ce qui est perçu comme des vérités, mais à un niveau symbolique. Le mythe fondateur, le récit des origines, propose un accès donc à des vérités symboliques, ce qui est sans doute plus puissant et plus éclairant que des vérités tout court. C'est à ce niveau qu'il faut chercher leur vérité, leur authenticité et leur potentiel révélateur.
On peut rappeler qu'aujourd'hui, les fictions les plus commerciales et les plus diffusées, que ce soit sur les écrans de cinéma, dans les romans ou les séries, explorent conjointement ces deux extrêmes, que sont les origines, le motif de la quête de l'objet essentiel lié par l'origine, et les fictions post-apocalyptiques, apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Plus globalement encore, ces fictions à succès, qui sont souvent déclinées en plusieurs volets, sur un temps long, construisent de véritables univers fictionnels et proposent, une fois que l'œuvre est présentée au public et qu'elle est installée, une nouvelle fiction de l'origine de cette fiction-là. Donc les préquels ou préquels, je ne sais plus comment on dit, enfin voilà, vous savez de quoi je parle. Même si c'est tout à fait ancien, puisque on trouve ce principe d'ailleurs des l'Iliade, hein, l'idée de faire un récit postérieur, mais qui explique l'origine. Et c'est en tout cas une tendance qui est assez marquée et révélatrice aujourd'hui pour qu'on la souligne. La fiction des origines est aussi celle, j'en arrive au côté psy, du sujet contemporain, du sujet clivé contemporain, qui ne cesse de tenter de trouver du sens, de comprendre d'où il vient, pour mieux saisir qui il est, ce que propose là d'ailleurs la quête identitaire, impliquant un retour sur ses origines et sa matrice fantasmatique originaire que j'évoquais tout à l'heure. Et donc de même qu'il n'y a pas de culture, société, nation, etc., sans fiction, surtout sans fiction des origines, on peut dire que chaque individu, chaque collectivité se crée sa fiction originelle à l'image du plus célèbre des héros hispaniques. Et j'en arrive à évoquer rapidement Don Quichotte, bien sûr. Donc cette question des origines de la fiction et de la fiction des origines, elle est au cœur de la poétique cervantine, en particulier de Don Quichotte, et de son questionnement ironique de l'origine, à partir du protagoniste, qui est devenu lui-même un mythe fondateur, puisqu'on dit bien que Don Quichotte est le premier roman moderne. Et donc ce personnage met en scène ironiquement cette question des origines, il exhibe ses propres origines fictives, sous le principe du manuscrit traduit, il joue avec les procédés attendus en général pour légitimer l'origine du héros, tout en les dévaluant simultanément. On connaît la première phrase, la phrase d'ouverture, où on hésite sur l'origine, où l'origine, en fait, est associée à la mancha, donc là aussi, avec un jeu probable de noms entachés, de vérités entachées, et puis les hésitations sur le nom du héros, le fait qu'il est féru de fiction chevaleresque et que justement, on met en doute son nom, son blason, sa généalogie familiale, etc. Et donc Quichotte incarne véritablement jusqu'à la folie cette mise en scène fantasmée des origines et de la fiction, et cette fictionnalisation des origines, puisqu'elle atteint même l'auteur dans la fiction liminaire du roman, dans sa confrontation au réel. On pourrait parler de folie ou de névrose d'ailleurs, évidemment, si on l'observe d'un point de vue freudien. Et on songe aussi à cet essai de Marthe Robert que j'évoquais en filigrane tout à l'heure, dont le titre est un calque de notre colloque, bien sûr, roman des origines, origine du roman. Et elle s'inspire du célèbre texte de Freud sur le roman familial des névrosés pour démontrer que tout roman a pour origine le même besoin de bousculer l'ordre des choses, de changer la vie, qui entraîne le petit enfant à se rêver des parents imaginaires meilleurs, plus forts, plus beaux que sa famille réelle. Du conte de fées et du feuilleton populaire aux plus hautes créations littéraires, ce héros romanesque est toujours soit l'enfant trouvé, qui refait le monde à sa guise, soit le bâtard, qui cherche à imposer sa volonté au monde, trouver matière à exercer sa revanche sur le sort. Et donc l'enfant trouvé et le bâtard sont en fait liés dans toute fiction romanesque, puisqu'ils reflètent les deux exigences, la nostalgie du paradis perdu et l'ambition conquérante. J'en arrive presque à la fin, je vous rassure. Alors, cette quête identitaire, elle fonctionne dans une perspective psy comme une véritable fiction des origines. Freud a d'ailleurs maintes fois souligné les liens étroits entre la fiction et la cure psychanalytique, en particulier le genre théâtral, où il emprunte d'ailleurs un lexique très important, de catharsis, concept de scène, de mise en scène, d'autres scènes de l'inconscient, d'identification, etc. Et au quotidien, nous ne cessons de nous raconter des histoires, non pas des mensonges, mais nous interprétons, nous sélectionnons, nous relions des éléments pour construire un récit personnel qui fasse sens. Dans cette idée, le retour aux sources, le retour à la période de la prime enfance, permet justement de relier le temps des origines à une autre quête, celle qui permet une libération de l'imaginaire et du fantasme.
Et ce temps des origines, profondément investi par le sujet, toujours dans un sens psychanalytique, avec un S majuscule, peut être alors celui d'une vérité, scientifique ou non, mais il est aussi bien plus souvent celui de la fabulation, de la mythification, du fantasme, d'un traumatisme, de l'identité rêvée, d'un lieu, d'un monde, d'une nation, du moi, voire un mélange des deux dans des proportions extrêmement variables. Et donc pour plus ou moins conclure, presque, on peut dire que justement, même les disciplines scientifiques, c'est ce que je suggérais pour commencer, ont leur part de fabulation des origines. Elle les stimule, elle les enrichit. Il faudrait alors rechercher la vérité jusque dans la fiction, qui devient l'origine de toute pensée créative en quelque sorte. Le point nodal, le point de départ, serait nécessairement toujours fictionnel. On peut entendre fiction, justement, comme un point nodal freudien, un entrelac, où les sciences de la nature et celles de la culture, l'art, la philosophie et aussi la psychanalyse peuvent se rencontrer. Elles voisinent tout à la fois avec le faux et avec la vérité, quand elle s'engage dans la production de sens et dans la connaissance de l'humain. Un contemporain de Freud, Hans Weinger, a promu une philosophie de la fiction ou du fictionnalisme dans un livre qui est paru en 1911, qui s'appelle « La philosophie du comme si ». Et l'auteur soutient l'idée que tous les concepts, les catégories, les principes du savoir scientifique ne sont que des fictions. Personne, affirmait-il, n'a pu observer directement les particules élémentaires. Mais les scientifiques font comme si elles existaient vraiment, ce qui permet le progrès ou la théorisation et la possibilité de nouvelles observations qui remplaceront partiellement ou totalement les modèles précédents. Pour Weinger, signale Bachelard, l'atome n'est pas à proprement parler une hypothèse, il correspond plutôt à une fiction. Et c'est aussi cette philosophie du comme si, dans un autre ordre d'idées, qui sous-tend le principe d'origine fondamentale du théâtre et de la scène, qui met en évidence ce paradoxe pour le spectateur. Ce qui est sur scène est vrai, et ce n'est pas vrai en même temps. Et par là même, c'est le principe à la fois théâtral et psychanalytique de la dénégation et de la catharsis révélatrice qui s'affirme ici. Et cette fois, je termine vraiment. On sait que les frontières de la fiction, de la pensée scientifique, du réel objectif, sont plus poreuses qu'il n'y paraît. Et c'est là le point de départ de nombreuses œuvres, des pièces, des romans, des créations artistiques diverses, qui jouent de cette porosité et des va-et-vient constants qui s'instaurent entre elles. Et c'est principalement au moment du seuil fictionnel que cette mise en scène de l'origine, qui entremêle le vrai et le faux, pour le dire de façon volontairement simpliste, est la plus spectaculaire. Par exemple, le fait d'ouvrir le rideau, qu'on pratique encore souvent aujourd'hui dans des configurations de théâtre classique, pourrait bien signaler, non pas nécessairement comme une évidence, le point d'origine d'entrée dans la fiction, mais plutôt le fait qu'il devient nécessaire de symboliser ce passage, ce basculement, de l'encadrer, sous peine finalement, peut-être, de ne pas le percevoir, tant le réel et la fiction sont profondément liés. Voilà, voilà. J'ai fini. Tu m'as bien eu, Domi, en me disant que tu ne préparais pas. Mais non, mais c'est le stress, tu vois. En plus, j'ai tout perdu avant-hier parce qu'avec une mise à jour pourrie de Windows 10, le fichier était blanc quand je l'ai rouvert. Et là, moi j'étais verte par contre. J'ai rouvert le truc, après la mise à jour, c'était l'horreur. Donc, j'ai tout refait dans un état un peu, voilà. Bon, quand j'ai vu la tournure que ça prenait, je me suis dépêché d'enregistrer, mais j'ai loupé tes 3-4 premières minutes. Bon, on aura quand même, voilà, il y aura ton texte. Bon, merci. C'était beaucoup plus que ce qu'on avait dit, hein. C'était évidemment aussi bien que d'habitude, mais beaucoup plus que ce qu'on avait dit. Du coup, moi, je vais vraiment improviser parce que tu as coupé pas mal d'herbe sous les pieds. Bon, je vais essayer de faire un peu plus court, je ne suis pas sûr d'y arriver. Et puis après, voilà, on va déborder un petit peu, mais vous avez jusqu'à 12h30, vous m'avez bien expliqué. Bien sûr, pour que vous puissiez nous dire un petit peu. Donc, oui, alors, Dominique vous a dit, c'est une forme de rétroaction programmatique, c'est-à-dire qu'on fait le cadrage en ayant déjà commencé, mais ce que moi, je voulais commencer par dire, c'est que ce n'est pas si paradoxal que ça, au sens où l'idée de l'origine, moi, elle m'est venue de façon aussi rétroactive, c'est-à-dire que quand je rédigeais la partie politique scientifique du rapport, dont on verra si nous l'enverrons ou pas, j'ai trouvé, il m'a semblé que l'origine avait une fonction
heuristique par rapport à notre activité, c'est-à-dire une fonction d'identification d'un socle épistémologique par le biais de la promulgation de cette idée d'origine, et que donc, voilà, on sait que l'heuristique, c'est souvent une rétrospection, c'est souvent rétroactif, on le sait bien en art, en littérature, et donc c'est pas si paradoxal cette temporalité, parce qu'en un sens, cette idée de l'origine, elle m'est venue après comme résultante du regard que j'ai porté sur l'activité de tous nos centres, d'accord? Donc, vous voyez, ce paradoxe, il n'est en réalité qu'apparent, et c'est aussi ce qui m'a autorisé, parce que je me suis autorisé le choix de cette thématique dans des conditions un petit peu spéciales, puisqu'on ne pouvait pas se voir, on n'avait pas encore basculé sur la logique du Zoom. Bon, bref, donc j'ai un peu proposé cette thématique sans qu'on l'ait débattue comme les années antérieures. Mais si vous voulez, cette autorisation, je l'ai trouvée dans le fait que cette thématique voilà, m'était dictée en quelque sorte par notre activité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le premier temps de ce que je vais faire. Il y en a deux autres. Le premier n'est pas le plus intéressant parce que je vais élaguer un rapport très écrit, souvent un peu pompeux, mais je relirai. Et voilà, mais pour expliquer pourquoi je suis venu à ça. Et après, pour la suite, pour la partie 2 et 3, ben, j'essaierai de me glisser dans les interstices de ce que Domi a magistralement évoqué ou ébauché, mais la plupart du temps évoqué. Donc, voilà. Alors, bon, effectivement, à partir du moment où je déclarais, si vous voulez, le troisième des deux colloques, enfin le troisième des trois colloques d'équipe et que les deux premiers étaient consacrés à la Révolution et anachronisme, et que j'en déduisais pas, mais j'affirmais conséquemment que malgré tout ces deux thèmes, la révolution et l'anachronisme, posés de façon complémentaire, de façon explicite pour le premier, la révolution, de façon plus implicite par le biais de l'idée d'obsolescence pour le second, la question de la téléologie, qui était déjà importante pour nos recherches, il me semblait que le bloc complémentaire de ce questionnement-là était une réflexion ou une problématisation de la notion d'origine. Cette problématisation, d'ailleurs, que la notion de fiction n'a pas d'autre intention que de déclarer. On va voir que elle n'a même pas besoin, l'origine de la fiction, pour être problématique en elle-même, mais Domi l'a un peu dit. Donc, à partir de cette déclaration d'intention-là, du fait que ce troisième colloque était plus, il y avait une dimension plus heuristique et il correspondait à l'identification d'une structure épistémologique à l'œuvre chez nous. Je passais à l'exemple et à l'illustration dans chacune des composantes. Alors, mon appréhension, c'était que parfois j'allais devoir tirer les cheveux. Et en fait, vous allez voir, pas tant que ça. Ça m'a surpris. Il faut toujours un petit peu arranger les choses, mais bon. Alors, j'ai pas eu grand mal à thématiser l'origine aussi bien, donc c'est pour ça que je vais aller vite parce que je détaille un peu dans le rapport, mais aussi bien pour le Sirène qui travaille sur la mémoire et sur les mises en récit de l'histoire et le cas échéant sur des récits déclarés fondateurs. Donc, j'ai pas eu grand mal dans le cas du Sirène qui travaille sur la mémoire et dans le cas du Grial qui travaille sur l'oubli, puisque ils instruisent dans les deux cas une coordonnée originaire et un rapport de situation et de médiation par rapport à elle. J'ai encore eu moins de mal quand je me suis rappelé que au sein même du Grial, s'il y avait un axe parallèle qui avait émergé, il était consacré à l'étude des mots bibliques. Donc, évidemment, un caractère absolument séminal des vocables comme des textes, sont-elles des fictions ou non, bibliques, apparaissait totalement en adéquation avec cette problématique. Et donc, je pensais avoir plus de difficultés pour les autres, mais vous allez voir qu'il n'en a pas été ainsi. Et dans le rapport, je souligne le fait que le groupe, par exemple, Recherche américaniste, est structuré autour d'un projet région, EMILA, qui traite des écritures migrantes et qui doit donc penser l'origine comme un lieu temporalisé, celui, par exemple, dans le cas de l'exilé, désormais absent, dont le manque se fait sentir. Et vous allez voir, quand je problématiserai le concept après, je reviendrai à cette idée. Et l'autre axe privilégié par Recherche américaniste, c'est celui des indépendances, également en lien direct avec tous les éléments jugés ou déclarés fondateurs et les éventuelles instrumentalisations idéologiques ou politiques qui en découlent. Alors, le groupe avec lequel je pensais avoir eu que j'allais avoir le plus de difficultés, c'était les REM. Parce que c'est vrai que
au fondement de l'argumentation se trouve toujours le concept d'intention. Et là, c'était un petit peu plus artificiel, même s'il est toujours très stimulant, Dominique l'a dit, de débattre du concept d'intention après les déconstructions de la métaphysique du sujet, hein, après toutes les remises en cause du cogito cartésien et toutes les remises en cause de la présomption d'une transparence à soi-même. Et dans la pensée contemporaine, il est acquis que le sujet est quelque chose de traversé, de passif, de soumis à tout un tas de contingences et qu'il n'est plus un sujet de maîtrise. Mais bon, c'est une problématique anachronique pour les REM. Mais malgré tout, l'intention pouvait s'accommoder de l'idée d'origine dans l'argumentation. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait une espèce de sain atavisme ou de saine continuité dans les recherches menées par les REM, et notamment autour des phénomènes, on va dire, du phénomène du nicodémisme, hein, puisque le nicodémisme, et Dominique l'a rappelé, hein, c'est bien la simulation, la dissimulation des confessions, c'est-à-dire de l'origine en tant qu'elle est pensée religieusement. J'aurais pu filer la métaphore pour les REM, puisque la traduction est également en prise avec la notion d'origine. On parle bien d'un texte source qui préexiste à un texte cible. Et je savais en revanche que ça serait plus facile pour Chispa et le Girlufi que j'ai mis ici, que j'ai associé ici dans le sillage des études culturelles, et qui privilégie dans les deux cas une approche, Dominique l'a aussi un peu dit, mais sans l'appliquer à nos composantes, une approche bien sûr généalogique, hein, c'est-à-dire au sens où la démarche initiée par Nietzsche est celle de se demander d'où l'on parle. Et il faut d'ailleurs savoir et se rappeler, Dominique l'a dit aussi, que tous les philosophes du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, sont tous des généalogistes, hein, c'est-à-dire tous en mesure ou désireux de questionner le rapport, hein, à l'origine et l'incidence en termes de transparence à soi-même que ce rapport détermine. Donc voilà pour ce premier temps. Et dans cette déconstruction ou cette généalogie pratiquée dans le sillage des études culturelles, on a toutes les déconstructions effectivement de discours dominants en tant qu'elles seraient identifiées, généalogisées comme une forme abusive ou fallacieuse de naturalisme, hein, c'est-à-dire une forme abusive de naturalisme, c'est exactement ce qu'on entend par fiction des origines au sens péjoratif du terme. Voilà pour ce premier point, qui est donc l'origine de cette idée, hein, la généalogie de cette idée, qui est dictée par vraiment, hein, j'ai uniquement cherché à regarder ce qui pouvait pas fédérer, mais relire, ce qui pouvait relire notre activité, pas relier, relire, hein, parce que c'est une relecture aussi. Et donc, maintenant, je vais ajouter deux considérations générales sur le thème à propos du thème des origines, avant de passer à l'adjonction du paramètre fiction, que j'ai déjà un petit peu introduit, mais bon. Et je vais reprendre à peu près ce qu'a dit Dominique, mais dans des termes un petit peu différents, mais bon, l'idée, les idées, elle les a dites, hein, déjà, mais bon, comme la formulation diffère un petit peu, et que je vois que je suis bien dans les temps. Bon. Alors, la première chose que je voulais ajouter, c'est effectivement, et tu as commencé par là, c'est une première ligne de problématisation liée au concept d'origine, c'est la problématique de l'hétérogénéité. C'est-à-dire, est-ce que l'origine est hétérogène à la série, hein? Donc, a priori, oui, nous, on a tendance à répondre que oui, mais c'est vrai que dans les définitions du dictionnaire, l'origine, c'est tout aussi bien le commencement. Or, dans mon esprit, dans notre esprit, l'origine, c'est bien différent du commencement. Pourquoi ? Parce que le commencement, c'est quelque chose qui va se répéter à l'identique. Et on ne peut pas avoir de souvenir du commencement, puisque si ça se répète, on ne peut pas avoir un souvenir de quelque chose qui se répète, évidemment. C'est pour ça que la mémoire et l'oubli instruisaient un rapport à l'origine qui déjà était dans notre problématisation d'une hétérogénéité de l'origine par rapport à la série. Donc, la première ligne de problématisation, elle est là, l'hétérogénéité par rapport à ce qu'est l'origine de l'origine. Et c'est bien sûr ce que peut déclarer le terme fiction, cette hétérogénéité, indépendamment du critère vrai-faux, que certains jugent d'ailleurs désormais obsolète, hein, associé habituellement au terme de fiction. Donc la différence, hein, c'est ça avec le commencement,
au sens où le commencement, c'est quelque chose qui se répète, le début d'un processus. Et le début d'un processus n'est pas la cause du processus, évidemment. Hein. Donc la problématique, elle est celle de la solution de continuité. L'origine, en tant qu'elle est ou non hétérogène à la série, mais plutôt oui, séparée, y compris d'ailleurs, et ça Dominique a un peu tourné autour, on peut le dire d'une autre façon, y compris dans la logique du principe de raison suffisante, le principe de base de la rationalité, c'est-à-dire les causes ont des effets, puisque vous savez qu'il y a toujours un moment où il faut interrompre la chaîne, hein, parce que la première cause, voilà, il faut la déclarer incausée, donc elle serait hétérogène à la série, hein, elle n'est pas sous la même modalité, sous le même régime que les causes postérieures dont elle serait la cause. Donc, effectivement, il y a une hétérogénéité de principe ici. Et donc, toujours un moment où il faut interrompre la chaîne. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que certains font du terme origine un synonyme de l'absolu. Hein. Il n'est pas conditionné. Et un synonyme de l'absolu parce que dans la nature, il n'y a que des effets. Chaque cause est elle-même causée. Et donc, il y a une dimension éthique aussi à l'origine, Dominique en a parlé, qui pourrait prétendre accéder, connaître la cause qui n'en a pas, la cause première. Donc l'origine, elle est en ce sens au-delà, ou en deçà si on veut, mais de la connaissance. Elle est requise par la connaissance, mais interdite par la connaissance. Et pour revenir à des choses plus concrètes, car la vie a commencé sans moi. Hein. Et d'ailleurs, je pensais en préparant le speech que la problématique des origines, le thème des origines est intéressant parce qu'on est un certain nombre, en ayant choisi cette voie, à avoir des origines, par exemple espagnoles. Hein. Et on voit que quand on dit, alors ça c'est sujet à caution, mais quand on dit qu'on a des origines, c'est qu'on est à un autre endroit que ces origines, hein, ou qu'on n'est plus tout à fait dans une continuité par rapport à ces origines. Les gens qui sont espagnols, ils ne sont pas d'origine espagnole. Hein. Bon. Donc cette idée de discontinuité, de solution de continuité, de rupture, elle est vraiment opérante. Alors, la deuxième chose que je voulais ajouter avant de particulariser par l'idée de fiction, c'est toujours dans mon souci d'articulation un petit peu avec notre avant et notre après en tant qu'équipe, c'est que s'il y avait un point de rencontre avec la thématique de l'exception, et il y en a un fort, c'est l'événement. Hein, l'événement. C'est-à-dire précisément ce qui ne procède pas de la chaîne causale identifiée, précisément ce qui fait rupture, ce qui fait brisure, ce qu'on ne peut pas anticiper. Hein. Alors, pour lever toute inquiétude, ça n'est pas le même thème, bien sûr, hein, parce que je crois que l'exception est plus, paradoxalement, est plus large que l'origine. Je peux le dire autrement, je crois que toute origine est une exception, mais toute exception n'est pas originaire. Hein. Toute exception n'est pas une origine. Alors, si maintenant j'agrège la notion de fiction, mais que Dominique a, et ça m'arrangeait beaucoup, a bien instruite hein, déjà, l'idée évidemment du S entre parenthèses qui est devenu une espèce de gimmick, comme tous les gimmicks, il est un peu risible, mais je trouvais qu'ici il avait un sens un peu plus fort que d'habitude parce qu'il permettait, selon qu'on singularisait ou on pluralisait le mot fiction, de activer ou de neutraliser la dimension axiologique du terme fiction, c'est-à-dire axiologique, c'est-à-dire bien mal, hein, ou en l'occurrence vrai faux, mais plutôt bien mal. Au pluriel, fiction, à mon avis, c'était plus neutre, d'accord ? Et effectivement, il y avait l'idée, fiction des origines, d'un mode de donation de l'originaire, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Je finirai par ça, par un exemple, par un paradigme, si vous voulez, ou un cas particulier. Mode de donation originaire, donc Dominique en a parlé, je reparlerai. Récit mythique, fiction religieuse et morale, comme Adam et Ève, et le péché originel, hypothèse conceptuelle anhistorique type état de nature, etc. Donc ça, neutre, mais aussi, tout aussi bien, et j'avais filé la métaphore de cette neutralité au pluriel du mot fiction, les écritures migrantes, les écritures de l'exil, etc. Fiction des origines. C'est-à-dire fiction sur le fait qu'on a des origines, en tant que l'origine, c'est quelque chose dont on est séparé.
Et de l'autre côté, au singulier, c'est pour ça que le S entre parenthèses avait plus de sens que d'habitude, de l'autre côté, au singulier, évidemment, il y avait un rapport plus critique. On activait l'axiologie négative, on va dire, du terme fiction, et c'est là que toutes les prises ou toutes les démarches généalogiques intervenaient. Hein. C'est-à-dire fiction des origines, on nous vend ça comme quelque chose de déterminant, de fondateur, d'originaire, mais tout aussi bien, c'est une prise d'intérêt idéologique, politique, liée effectivement à la notion de pouvoir que Dominique a développée. Alors, vous jugerez de quel côté tombent les récits fondateurs nationaux très prégnants en Amérique latine, qu'ils aient un substrat historique que certains jugent très romancé, comme la geste bolivarienne, ou qu'il soit directement une fiction cristallisant ou décrété cristallisant, et là encore on est dans une forme de rétrospection intéressante, cristallisant l'essence nationale comme Martín Fierro, le poème épique de 1872, où une essence nationale est d'une certaine façon synthétisée. On est là aux limites temporelles de l'origine, j'en ai bien conscience, mais Pascal déjà nous dit bien qu'il y a, pour les raisons évoquées plus haut, celle de l'inconnaissable de l'origine, un arbitraire nécessaire. Enfin, il y a obligatoirement un arbitraire de tout fondement, et que ce fondement, quel que soit le moment, et c'est la transition avec ma phrase antérieure, quel que soit le moment auquel on le déclare, quelle que soit l'antériorité de ce qu'on déclare originaire, que ce fondement n'est que l'instrument, encore une fois, ou la caution d'une prise d'intérêt. Et ça, encore une fois, Pascal le dit très tôt. Alors, dans le même ordre d'idées, toujours de ces interférences et des fictions qui peuvent être mythification, comme a dit, non, mystification et mythification, comme a dit Dominique, je pensais aussi, parce qu'après, on entre dans des choses qui sont un petit peu plus particulières, personnelles ou subjectives, c'est vrai que ces processus d'auto-édification de l'image que l'écrivain veut laisser, et que quelqu'un comme Ricardo Piglia, le critique argentin, évoque souvent au sujet de Borges ou de Puig, qui construisent des moments biographiques qui sont névralgiques, qui sont la pierre philosophale de toute l'œuvre, qui sont l'alpha et l'oméga de l'œuvre. Puig allant au cinéma avec sa mère, l'accident de Borges qui est à l'origine du Cuento del Sur et qui lui fera tenter le tout pour le tout en écrivant Pierre Ménard, etc. Donc, cette espèce d'auto-anthologisation biographique qui instruisent des mythes fondateurs qui ont vertu totalement heuristique, mais c'est artificiel évidemment, c'est une prise d'intérêt pour la postérité, et qui ont vertu totalement heuristique pour être l'alpha et l'oméga de l'œuvre, de l'intégralité de l'œuvre, qui en découle. C'est le moment, le moment fondateur. Donc ça, c'était sur le plan littéraire. J'ai rapidement évoqué le plan historique pour lequel vous savez que mes compétences sont très limitées. Et enfin, pour faire la transition avec mon dernier moment, sur le plan philosophique, beaucoup de rapprochements me sont venus à propos du thème de la fiction des origines, et des rapprochements parfois idéologiquement audacieux, mais ontologiquement assez certains. Par exemple, entre la théorie marxiste du fétichisme de la marchandise, qui est typiquement une fiction des origines, c'est-à-dire prêter des propriétés magiques à ce dont on oublie qu'il n'est un artefact, et dont on retrouve la structure cognitive, en fait, la structure, structure conceptuelle presque à l'identique dans la stigmatisation par Ortega y Gasset de ce qu'il appelle le Naturmensch dans La révolte des masses, c'est-à-dire l'idée que les masses naturaliseraient toute conquête technologique ou progrès social, n'y voyant qu'une simple normalité, comme si tous ces progrès, toutes ces conquêtes lui étaient absolument dues, et non le fruit, et c'est là qu'on rejoint la structure marxiste du fétichisme de la marchandise, et non le fruit, selon Ortega y Gasset, des hommes et des femmes d'exception à qui on les doit. Bon, ça, c'est la rhétorique d'Ortega. Mais vous voyez que le mécanisme est exactement le même dans cette fiction, où cette cécité par rapport à ce qu'est l'origine. Mais donc, et j'en viens à ma dernière partie, moi, ce qui m'intéressait, et donc je l'ai confessé, j'entre ici dans le domaine d'une subjectivité plus grande, c'est donc l'aspect des fictions anthropologiques, dont Dominique a pas mal parlé, et dont la plus connue est l'état de nature, effectivement, et dont on sait que certaines d'entre elles,
prétendent à une opérativité, y compris actuelle, c'est-à-dire au sens où elle serait déclinée dans notre propre réalité. Et Dominique en a parlé un petit peu, mais c'est le cas du mythe freudien, évidemment, du meurtre du père par la horde primitive des fils dans Totem et Tabou, hein, puisque la structure de ce mythe, à savoir qu'une organisation sociale repose sur ce qui, en apparence paradoxalement, la transgresse, implique une concorde donc qui repose sur un acte de discorde, hein, la paix et l'ordre qui reposent sur un acte de violence, en l'occurrence un meurtre. Et donc la structure de ce mythe, c'est l'idée, ce mythe des origines, hein, serait modélisable et elle serait le principe explicatif actuel, hein, de toute forme d'organisation, de convention, d'institution, ou même, comme l'avait bien compris Lacan, ou comme s'en est bien servi Lacan, de toute totalité. En résumé, de tout ensemble reposant sur, on y revient, une exception aussi constitutive que cachée car inavouable. Typiquement, fiction des origines. L'origine ne doit pas être montrée, elle doit être dissimulée, remplacée, substituée par quelque chose de présentable, parce que la vraie origine, elle est inavouable. Alors, si ce sont ces fictions anthropologiques qui m'intéressaient, ce n'est pas tant l'éventuelle instrumentalisation politique de ces fictions, qui le faisait au premier rang, même si on peut mentionner l'idée chère aux Subaltern Studies que, je le cite, le fantasme fondamental de la fiction du contrat social peut jouer, mais je l'ai un peu dit, le rôle d'écran narratif présentant comme nécessaire l'état actuel, c'est-à-dire la nécessité d'un passage d'un état de nature à l'état civil, hein. L'idée que le contrat social présuppose par avance ce qui devrait être son résultat, son dénouement. Ce qui en réalité peut être démenti par certains exemples dans l'histoire de la pensée. Mais... Et d'ailleurs, on peut en trouver une illustration dans ce que je vais dire. Parce que ce qui m'intéressait en réalité, c'était plutôt la dimension, c'est bien normal, la dimension littéraire ou plutôt dramaturgique, hein, Dominique l'a un peu dit aussi, de certaines de ces fictions. Et comme je devais un peu rentabiliser mon temps et mutualiser mes activités, c'est vrai que alors que je préparais l'entretien avec Bruce Bégou pour le dossier sur l'ordinaire, que je suis retombé dans son texte sur un concept qui m'a replongé dans mon étude de Maria Zambrano, qui est le concept de la peyronne. Fiction originaire, si il en est. Et que Bégou convoque à tour de page, hein, vraiment de façon très dense, et dans des termes qui étaient étonnamment proches de ceux de Zambrano. Il y a quelques différences après, mais quand quand j'expliquerai comment Zambrano s'en sert, je n'aurai pas le temps de dire comment Bégou diffère de son usage, mais voilà. En tout cas, sur le fait de poser le décor, les termes sont très similaires. Alors, avant d'expliquer ce qu'est la peyronne, 2-3 choses qui ont déjà été dites par Dominique que je vais dire un petit peu autrement. Oui, les fictions anthropologiques qui sont dites aussi fictions logiques ont un caractère transcendantal, c'est-à-dire elles sont en retrait de l'expérience, effectivement. Elles ne font pas de différence de lieu, de race, de sexe ou évidemment, a fortiori de sociologie, puisque, on l'a dit un peu plus haut, la connaissance est toujours dépassée par l'origine, et par conséquent, l'origine est un lieu et le lieu de l'hypothèse. Hein, ça recoupe aussi certaines propositions de Dominique. Puisque la connaissance est dépassée par l'origine, l'origine est un lieu qui nous condamne à l'hypothèse, hein, un lieu d'humilité en sorte. Hein. Donc c'est une œuvre de la pensée, qui n'est pas toujours un lieu d'humilité, la pensée évidemment, mais c'est une œuvre de la pensée par opposition à l'expérience, puisque rien n'a commencé dans la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la recherche de l'origine, et c'est là plutôt l'humilité, ne saurait viser la vérité. Elle ne peut pas prétendre à la vérité factuelle. Hein. Elle n'est pas facticité, elle n'est pas de factuel. Elle ne peut pas viser la vérité, mais ce qu'elle cherche, et Dominique l'a un peu dit, c'est la signification, c'est la valeur symbolique, c'est la valeur heuristique ou herméneutique. Et pour Ricoeur, hein, et d'ailleurs il est intéressant de voir que les phénoménologues y ont, peut-être paradoxalement, mais en tout cas c'est un constat souvent recours. Hein. Ricoeur nous dit: le mythe du péché originel, par exemple, figure le fond inexprimé et inexprimable en langage direct de l'expérience humaine. Donc voilà, c'est une hypothèse, c'est typiquement transcendantal, donc c'est décontingenté de toute forme de conditions d'expérience. Et ce qui m'intéresse donc, c'est que c'est le lieu d'une dramatisation. C'est ça qui est amusant, en fait. C'est ça qui est vivant dans ces fictions, c'est que ce sont des dramatisations de notre condition anthropologique, de notre condition.
Alors, l'apeiron, c'est quoi? Alors, pour Anaximandre, qui est le père du concept, il y a à l'origine de toute chose une substance indéterminée, qu'il nomme donc apeiron, qu'on peut traduire par infini ou par illimité, ou, dans un sens déjà plus élaboré, sans détermination. Et ce qui est intéressant avec cette idée, c'est qu'elle est déjà en elle-même, elle confesse en elle-même son statut d'abstraction, vous voyez, parce que les autres fictions des origines, comme chez Thalès par exemple, mettaient tout en jeu des éléments concrets, le feu, des éléments, voilà, le feu, l'air. Et là, chez Anaximandre, il y a déjà un pas de recul ou un pas de retrait dans l'abstraction, qui nous intéresse évidemment. Hein. Cette matière, cette apeiron n'a aucune qualité sensible. Alors, elle a plusieurs descendants dans l'histoire des idées, dans l'histoire culturelle. Hein. Novalis, notamment, qui cherche sans cesse à accéder à cette nuit originelle, la Urnacht, vous savez, hein, qui donne l'essence au jour en précédant l'aurore. Et évidemment, Dominique en a parlé, mais on aurait pu, hein, le vocable, enfin, le préfixe allemand Ur engendre tout un tas de concepts adossés à l'origine, Ursprache, Urdoxa, cher aux phénoménologues, etc. Donc, cet apeiron a plusieurs descendants, mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que chez Zambrano, qui est une penseuse très soucieuse des origines, et qui précisément stigmatise la vanité cartésienne à se déclarer, à se croire inengendré, puisque le cogito cartésien, c'est le sujet qui se fait advenir de lui-même, qui se fait naître tout seul, il n'a pas de papa ni de maman, et donc il n'a pas d'origine. Hein. Et donc ça, Zambrano, qui est contre cette hubris-là, le stigmatise, et qui est aussi une penseuse de l'exil. Donc, vous voyez, elle recoupe pas mal de coordonnées qu'on a énoncées. Donc, pour Zambrano, l'apeiron est un état originaire, abstrait, chaotique, un environnement hostile que l'homme a besoin, pour survivre, d'apprivoiser. Et ce qui est intéressant, justement, pour mettre en abîme notre problématique, ce qui est amusant, c'est que cet apeiron se caractérise chez cette philosophe précisément par le manque de vide, c'est-à-dire par l'absence de solution de continuité. Hein, c'est intéressant. Parce que justement, pour rendre ce monde habitable, il va falloir couper. Il va falloir tailler dans le vif. Et là où ça m'intéresse, et là où j'ai mutualisé ce que j'étais en train de travailler pour l'entretien avec Bégou, c'est que pour Zambrano, il y a donc une nécessité vitale d'apprivoiser cet environnement chaotique, hostile, sans vide, sans solution de continuité. Et que pour elle, le moyen que l'homme, donc pour sa survie, va trouver pour le faire, c'est la rationalité, c'est le logos. C'est-à-dire, c'est la rationalité qui va rendre le monde habitable, qui va cosmogoniser le chaos, si vous voulez, mais qui va rendre le monde habitable précisément en y créant, par découpage et catégorisation, de l'espace. Alors, l'intérêt, justement, par rapport à ce que j'évoquais des subaltern studies qui disent que ces états de nature, ces fictions anthropologiques sont toujours en réalité la façon de nous faire accepter comme naturel quelque chose qu'on pourrait remettre en cause, c'est que l'intérêt de cette dramaturgie néonatale, c'est très néonatal chez Zambrano, au sens où le nouveau-né arrive dans un monde qui lui fait violent, donc il y a une espèce de modélisation là, et que justement, contrairement à ce que disent les subalternes, qui est vrai la plupart du temps, mais qui n'est pas tout le temps vrai, Zambrano, il trouve donc le fondement d'une nécessité vitale, la rationalité, dont elle déplore l'hégémonie. D'accord ? Donc, si vous voulez, cette rationalité aride, dit Zambrano, elle assèche et colonise, hein, par sa lumière aveuglante, par la lumière aveuglante du logos, toutes les strates grouillantes et obscures du vivant. Et ça, elle le déplore, hein, puisque c'est un vivant auquel toute sa philosophie entend faire droit. Et donc, vous voyez, pour elle, qui serait quand même un procureur contre la rationalité, un procureur bienveillant, l'apeiron, cette fiction anthropologique, serait comme quand même l'avocat de la défense ou une espèce de circonstance atténuante. Et c'est ça qui m'a intéressé parce qu'il y avait beaucoup de points qui étaient métaphorisables et réinvestissables dans ce qu'on avait déjà problématisé, hein, c'est-à-dire la solution de continuité, la dramaturgie, et aussi peut-être un petit démenti à cette idée de la prise d'intérêt perpétuel, parce que pour elle,
évidemment, c'est une explication, donc ça, doctrinairement pour elle, elle en tire un intérêt, mais c'est quelque chose qu'elle veut remettre en question. Et c'est sur ça que je m'arrêterai. Bon, il est 33, il est évidemment très tard. Alors, j'espère que vous avez quelques minutes parce que avant que vous partiez, j'ai des remerciements à formuler. Et est-ce que vous voulez intervenir? On a beaucoup parlé avec Dominique, mais vous voyez, on a été scrupuleux dans la non-préparation, surtout elle. Et donc, ça fait beaucoup de paroles, évidemment. On va passer aux vœux de Noël, mais on a quand même quelques minutes. Je ne sais pas si vous êtes tous empêchés ou requis. Nous, on est rentré dans l'heure, on a quand même bien calibré, mais comme d'habitude, on mange sur l'espace de parole. Pourtant, j'y tenais, moi. Je suis tout à fait capable mais il faut votre assentiment actif. Je suis tout à fait capable de remettre ce temps de parole pour une séance dédiée si vous le souhaitez, une séance où c'est vous qui avez la parole et personne n'est préposé à la monopoliser. Donc ça, il faut que vous me le disiez, sauf si vous voulez commencer à discuter maintenant. Je ne vais pas discuter, pardon, mais juste vous remercier tous les deux parce que c'est vrai que moi, j'ai eu du mal au début quand tu as proposé les sujets donc, à me projeter. Et c'est dommage que ces deux interventions n'aient pas eu lieu, on va dire, en amont, parce qu'en vous écoutant tous les deux, j'ai réfléchissais tout le temps à des possibilités qui n'étaient pas apparues comme évidentes en amont. Donc voilà, c'était juste pour ça, parce que c'était très riche dans les possibilités qui ouvraient donc, pour différentes thématiques, y compris historiques. Donc merci. Je peux parler. Ah oui. Oui, je voulais remercier aussi parce que exactement comme Jesus, en fait, bon, on était très débordés, donc c'était difficile de réfléchir sur une nouvelle thématique. Et moi aussi, ça m'a donné beaucoup d'idées. C'était très intéressant. Et voilà, je voulais vous demander, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a d'autres sur cette formule séminaire? Est-ce qu'on peut proposer des choses? Oui, alors oui, parce que comme toi, les collègues qui sont toujours intéressés, je veux dire, quand même la constante de cette équipe, c'est que les gens sont intéressés par les choses, on va quand même le dire à un moment donné. C'est que des collègues sont venus me demander si, justement, comme toi, moi, ça m'intéresse, est-ce que je pourrais… donc, oui, on peut… moi, je pense qu'on va le continuer parce que j'ai déjà des gens qui… Voilà, Cécilia avait quelque chose aussi qu'elle voulait proposer. Frédéric Pro m'a dit qu'il voulait proposer. Helvetio a eu envie de parler sur les sources la dernière fois. J'ai pris date. Dominique a déjà travaillé, elle a fait son article déjà. Donc, avec plaisir. La formule peut être peu contraignante, parce que ça, c'est pas parce qu'on revient en présentiel qu'on est obligé de tout arrêter à distance. Je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais moi, j'y vois des facilités de fonctionnement aussi du moment que c'est couplé à d'autres choses qui nous aèrent. Mais ça, on peut mobiliser. Là, on a été plus nombreux que jamais aujourd'hui. On était 16. Donc, je suis très touché de la mobilisation d'équipe, mais ça témoigne aussi d'un intérêt. Ça témoigne d'abord de la bonne volonté de tout un chacun, mais ça témoigne aussi de l'intérêt. Et sous cette forme-là, qui est peu contraignante, oui, moi j'ai très envie d'entendre les deux premières communications. Tu étais là d'ailleurs, elles étaient très intéressantes. Elles structurées pour le colloque, elles avaient été pensées pour le colloque, ce qui n'était pas le cas de nos interventions à Dominique et à moi. Mais elles étaient vraiment très intéressantes. Elles traitaient magnifiquement de la thématique. Donc oui, on va continuer. Alors peut-être pas périodicité quinzaine, mais on peut faire ça mensuellement, le vendredi à cette heure-là, vous voyez, en visio, et vous écouter, parce que moi j'ai très envie de vous écouter sur la thématique, bien sûr. Oui. Très bien, merci. Alors, du coup, je ne sais pas si… le problème de remettre une séance dédiée à la discussion, c'est que
ça peut décourager en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez envie, vous, de prolonger les pistes qu'on a proposées. Si vous pensez qu'on doit y consacrer une séance, vous me dites, évidemment, on peut tout faire. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou si on enchaîne, moi j'ai déjà un calendrier des communications, mais elles n'ont pas de date. Donc, on peut très bien voilà, intercaler une séance. Je mettrai celle-ci en ligne de toute façon. Comme les deux autres sont enregistrés, je vais les mettre en ligne aussi. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai vraiment pas du tout le temps. Mais ça prend pas longtemps, mais j'ai même pas ce temps-là. Mais voilà, je crois que c'est important. C'est rendre justice aux communications. Je suis vraiment navré de ne pas avoir eu le réflexe d'enregistrer Dominique quand elle a commencé à parler, mais je pensais qu'elle allait improviser, moi. Donc voilà. Mais non, je pense que je voulais le faire, j'ai juste oublié en réalité. Bon, mais il me manque les 6 premières minutes, Dominique. J'espère que voilà, tu réenregistreras le début. Et donc, vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a une utilité ou ça a un sens de faire 1 heure ou vous complétez? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir s'organiser mutuellement ou se distribuer mutuellement la parole? Je sais que ces séances ne sont pas forcément les plus appréciées dans les séminaires. Voilà, chacun vient, il amène ce qu'il veut, mais j'ai vu aussi des fois où ça fonctionnait bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Les problèmes que je vois, c'est que les gens qui n'ont pas suivi, ils peuvent voir l'enregistrement dessus. J'avais oublié cet aspect. Éventuellement, pour y participer après, je veux dire, sinon c'était réduit aux personnes qui ont suivi les interventions. D'accord, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais ça peut être superflu, je ne sais pas, c'est votre envie en fait que je sonde. Je veux savoir si vous avez envie de faire ça, enfin, si ça vous intéresse, voilà. Et vous pouvez ne pas avoir envie. J'ai déjà beaucoup sollicité votre temps et votre activité, hein, moi, cette année. Donc, voilà. Y compris, vous voyez, votre présence encore aujourd'hui, qui est constante. Voilà. Et parmi les gens qui sont là, j'en ai un bon paquet à remercier aussi au titre de la revue, qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour cette revue qui va voir le jour, vraiment de façon imminente. Voilà, beaucoup de collègues m'ont aidé et m'ont beaucoup aidé. Hein. Peut-être, Raphaël, Oui. pourrait-on faire une discussion autour de la prochaine intervention qui aura lieu et que la prochaine fois, comme ça, on pourra aussi rebondir sur ce que dira le prochain intervenant en reliant à ce qu'on aura entendu aujourd'hui. C'est très sage. Je vous remercie tous les deux parce que c'est vrai que c'était vraiment un propos liminaire qui aidait beaucoup à se connecter à ce sujet qui est un très beau sujet. Et moi, j'ai particulièrement apprécié quand, Dominique, tu as fait référence à tout ce qui va être blason, héraldique, emblématique, parce que je trouve que dans le sujet origine de la fiction, le risque, ce serait que pour le volume ou pour les interventions, on oublie l'aspect iconologique, l'aspect image, ne vient peut-être pas forcément à l'esprit de tout le monde quand on parle de fiction, d'origine de la fiction, alors qu'il est vraiment très, très important, parce qu'il y a tout ce qui va être communication non verbale, en particulier dans la constitution des fictions du pouvoir. Voilà, et c'est vraiment un pan qui m'intéresse beaucoup et que je trouve voilà, que tu as fait allusion de façon très intéressante. C'était la minute médiévale que tu as vraiment englobée, mais effectivement, tu as aussi parlé de la pensée étymologique qui permet aussi de voir que ce sujet permet de connecter tous nos domaines à tous, l'utilisation du langage qui nous réunit ensemble. Merci à tous les deux. Bon, et pour remercier Julia directement, je tiens à dire qu'elle avait proposé de participer au colloque alors qu'elle soutenait l'après-midi même son habilitation. Donc elle m'a dit si tu veux, je fais voilà, parce que je cherchais des participants et ouais, elle m'a dit mais si tu veux, je peux proposer quelque chose. Donc peut-être en rapport avec ce qu'elle vient d'exprimer, vraisemblablement en rapport avec ce qu'elle vient d'exprimer. Voilà. Bon, oui, on va faire comme ça. C'est moins intimidant ou c'est moins inhibant que d'arriver, bon, voilà, qui parle, Est-ce que quelqu'un d'autre Arantxa, oui. Arantxa, oui. Je mets le son. Bon, merci à vous deux, Dominique et Raphaël. J'ai aussi beaucoup apprécié vos interventions et je pense qu'il y a un effort aussi de votre part d'intégrer les différentes équipes et je pense que c'est très appréciable. Et moi, en fait, le doute que j'ai, c'est justement parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de thématiques, parce qu'on avait parlé de l'exception,
Là, c'était la thématique de ce colloque annuel. Et justement, je pensais aussi en termes d'atelier de lecture parce que c'était quand même une pratique qu'on avait mise en place pendant les dernières colloques que je trouve qu'elle est très, très riche, mais elle exige aussi davantage puisque lors d'une journée des colloques, on peut se permettre de ne pas faire la lecture du texte et contribuer par rapport aux interventions qui ont eu lieu pendant la journée. Là, c'est beaucoup plus difficile de proposer un texte si le collègue ne l'a pas lu. Donc, ça exige aussi un travail supplémentaire. Et moi, la thématique de l'origine, c'est vrai que des suites, pour moi, ça a été la question des sources. Je ne savais pas qu'Helvétie aussi, elle réfléchissait à ces termes-là. Mais pour moi, c'est vraiment, ça a été, en tant qu'historienne, la question voilà, de l'accès aux sources et justement le rapport que le lien qu'on établit avec la source peut permettre aussi d'établir avec la fiction. Et j'avais pensé justement à des lectures ou bien d'écrivains ou des historiens qui abordent la question de la fiction à l'intérieur de leurs réflexions. Donc voilà, moi la thématique m'intéresse, mais je vois beaucoup plus difficile, voilà, ou en tout cas beaucoup plus exigeant de mettre en place ça, un atelier dans cette configuration-ci. Parce que je sais qu'on est tous très, très pris par le travail des uns et des autres. Enfin, mais voilà, la thématique, elle est intéressante. Moi, ça me parle plus que l'exception. Mais après, voilà, je ne sais pas dans le temps et dans le calendrier, quelle est la temporalité. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Alors, juste pour te répondre, l'origine, si tu veux, c'était un peu pour clore le précédent quinquennal. Voilà. Et l'exception, ben, c'est ce qu'on essaiera de recouper, pas tout le temps, mais souvent, tous. Voilà. Mais évidemment, elle ne va pas cantonner notre activité de recherche qui est déjà conditionnée par des réseaux antérieurs, l'inscription dans des projets qui ont déjà des thématiques propres. Évidemment, l'intérêt d'une thématique comme l'exception, c'est qu'elle n'exclut personne, justement. Donc, on pourra faire le même travail si tu veux, pour que chacun s'y sente chez soi aussi. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de grande difficulté. C'est encore plus facile pour l'exception, je crois. Puisqu'encore une fois, à mon avis, elle englobe la question des origines, alors que la réciproque n'est pas vraie. Mais passons. Donc, je te remercie aussi à toi, parce que tu m'as aussi beaucoup aidé pour la revue, parce que tu étais mobilisable rapidement. Et voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole avant que moi je… Oui, est-ce que je peux dire deux mots, Raphaël? Plusieurs, même, oui. Oui. Ouais. Juste d'un mot, vous dire que vos deux exposés étaient tout à fait remarquables et que moi j'ai trouvé qu'ils étaient complémentaires parce que Dominique a très bien dégagé le caractère explicatif de la fiction et toi tu as dégagé la fonction heuristique de l'origine, enfin tout ce que tu as raconté. Moi j'ai beaucoup aimé ton introduction, tout ce que tu as dit à propos de l'hétérogénéité et du commencement. Enfin, je ne vais pas tout énumérer, mais vraiment vous remercier parce qu'on a deux visions. Tu n'as pas cessé, Raphaël, de faire allusion à l'exposé de Dominique, mais tu as fait des liens entre les deux. Et on a le résultat, enfin moi, l'impression que j'ai, c'est d'avoir entendu quelque chose en stéréophonie, c'est-à-dire le même objet, mais vu de deux points de vue différents. Donc, c'était très enrichissant et je voulais sincèrement vous remercier tous les deux parce que vos deux exposés étaient absolument remarquables. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci aussi à toi pour l'aide, toute l'aide et ce magnifique dossier hein, pour la revue. C'est bien parce que je peux faire des remerciements individuels. Je vois Jesus que j'ai beaucoup à remercier aussi. Et Ilana, évidemment, aussi. Bon, bref, tous ceux qui sont là m'ont beaucoup aidé, là, Domi. Bon. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Moi, pour le temps que vous décidiez de le faire ou pas, je vais dépouiller je vais juste aller sur la page de l'élection, voir les résultats du scrutin. Je vous communique le résultat. Et je fais un mail dans la foulée pour vous dire que la revue sera lancée pour ne pas vous écrire pendant les vacances, mais la semaine prochaine. Écoutez, moi, cette année se termine. Elle a été, voilà, elle nous a demandé de nous adapter. On s'est beaucoup adapté, je trouve. Tout le monde, voilà. Moi, vraiment, la bonne volonté de tous m'a
m'a parlé beaucoup, en fait, m'a interpellé au bon sens du terme beaucoup. Donc, avec Dominique, voilà, on voulait vous remercier. La formule, celle pour être plus locale et plus contextuelle, la formule du séminaire, du colloque commuté ou transformé en séminaire fonctionne, hein, indéniablement, surtout quand elle nous prend comme ça un temps un peu raisonnable. Donc, on va la reconduire pour continuer de répondre à Ilana. Et peut-être pour finir de répondre à Ransa, on va aussi peut-être voir sur l'exception si on peut faire le même type de travail, cette fois en amont, parce que c'est très en amont, le quadriennal finit, le quinquennal finit à la fin 2021. Donc on est vraiment très en amont. C'est une temporalité un peu folle d'ailleurs, parce que c'est un quinquennal qui dure je ne sais pas combien d'années. Mais... Et donc, peut-être Dominique le fera après moi, mais pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, je pense que je vais sécher la réunion de 12h30 parce que j'ai promis d'aller en ville et de sortir une fois de chez moi quand même. Voilà, passez, je ne sais pas si vous allez pouvoir, j'espère, voir vos proches, vous occuper d'eux ou qu'ils s'occupent de vous. En tout cas, prenez bien soin de tout le monde. Passez de très bonnes fêtes et je vais laisser le mot de la fin à Dominique et puis moi je vous écris cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous et moi c'est pareil, je crois que je vais me dispenser de la réunion de tout à l'heure parce que j'ai tellement hâte d'être en vacances. Donc je vous remercie vraiment pour ce matin et je vous souhaite évidemment de très bonnes fêtes et de vous reposer un peu avant la rentrée qui s'annonce un peu frénétique et un peu chaotique, on va dire. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Bonnes vacances et bonnes fêtes à tous.